Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight en partenariat avec FashionNetwork.com. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir et l'honneur de recevoir Maggie Henriquez, qui est présidente et CEO de Krug Champagne. Maggie va nous partager un moment de vie extraordinaire entre le Mexique, les États-Unis et bien sûr Paris, et l'aventure qu'elle a amorcée au sein de Krug pour redonner toute la multisensorialité de cette marque centenaire. Beau voyage et bon podcast. Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight Fashion Network. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une figure du champagne. Il s'agit de Maggie Henriquez, présidente directrice générale de Krug, donc du groupe Moët Hennessy chez LVMH. Maggie Henriquez, bonjour. Bonjour, merci de cette invitation. Merci de nous rejoindre. Chez Krug, il se passe pas mal de choses. Vous êtes dans la maison depuis 2009, mais depuis que vous êtes rentré, il s'est passé pas mal de choses. Vous avez redynamisé cette maison. Mais j'aimerais bien, avant qu'on parle de ce que vous avez fait, et puis certainement ce que vous allez faire encore, que vous nous expliquiez un peu d'où vous venez, parce que vous avez un parcours international, un peu atypique aussi, dans un monde du vin, des spiritueux plutôt masculins. Vous êtes une dame qui compte dans ce monde-là, donc ça nous intéressait de voir d'où vous veniez. Vous êtes originaire du Venezuela, c'est ça ? Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel environnement vous avez grandi et puis comment vous en êtes venu dans ce secteur-là, parce que vous avez commencé dans les vins et spiritueux au Venezuela. Bien sûr. Avec plaisir. Bon, j'étais née au Venezuela. J'ai fait mes études au Venezuela. Je suis grandi dans une famille où mes parents sont arrivés au Venezuela en l'année 54 avec mes 3 sœurs. Donc ils arrivaient des Curaçao. Curaçao est une île hollandaise avec énormément d'ouverture au monde. Donc mes parents ont parlé chacun 6 langues. Et ils étaient très ouverts au monde. C'était sa maman, la maman de papa était une femme très internationale. Maman avait vécu en Hollande. Donc, mes parents, pour eux, la langue, c'était fondamental pour pouvoir se communiquer, pour pouvoir connecter avec les restes du monde. Et l'importance du monde, d'avoir l'ouverture au monde, c'était toujours au cœur de la vie de tous les jours à la maison. Des faits, on rentrait à la maison et il y avait toujours au moins 20 personnes assises à table et au moins 2-3 langues se parlaient dans la même table. Donc c'est ça l'endroit où je suis grandi, avec un papa qui était juif, une maman qui était catholique, mon grand-père qui était protestant, avec le respect total de tout. Voilà. Votre père, qu'est-ce qu'il faisait Mon père était à la retraite que j'étais jeune professionnel, parce que je suis du second groupe, on est 6, et je suis la première du second groupe, le plus petit. Donc mon père, en plus, il a pris la retraite assez jeune, mais mon père était président d'une entreprise qui avait une division des vins et spiritueux et une division des parfums et cosmétiques. Donc c'est la seule des 6 qui a suivi mon père, c'était moi. D'accord. Qui a suivi mon père dans le métier, même s'il n'était plus là quand moi j'ai commencé à travailler. Donc j'ai fait mes études, je pars en Angleterre, parce qu'il y avait une règle chez nous, tu partais après l'école, on partait toutes et tous, parce que mon frère aussi est parti, et une année au moins pour apprendre l'anglais. Et après on passait par Paris pour apprendre, renforcer les français. J'ai eu des cours de français parce que j'étais petite. Mais il faut que je dise que quand je suis arrivée ici en 2009, mon français c'était un tiers du français d'aujourd'hui, parce qu'on oublie quand on ne pratique pas. Mais c'est vrai que mon père avait, et maman, cette vision, l'importance de la langue et de la communication. Donc, on voyageait pour ça. Mais des restes, j'ai fait mes études au Venezuela, j'ai fait des études d'ingénierie. Et vous étudiez quoi ? J'étudiais ingénierie système. C'est un peu les IT, combinés comme ingénierie industrielle. C'est un peu au milieu de deux. Et je me suis mariée très jeune, j'avais 21 ans, et j'ai eu mes 2 enfants, 24 et 28. Mes enfants aujourd'hui, c'est 41 et 37. D'accord. Et je suis grand-mère de 4 petits-enfants, 2 filles et 2 garçons. Donc, moi, au même temps que j'ai terminé, parce que je me suis mariée, j'ai fait mes études encore, j'ai terminé les études, j'ai commencé à travailler. Et j'ai travaillé 8 ans dans ma carrière de système.
À cette période, il n'y avait pas des paquets, on faisait les systèmes pour l'entreprise. D'accord. Et donc, c'était une expérience formidable parce que c'est une expérience qui m'a appris l'opérationnel à niveau des détails et transversal. C'était quoi comme type d'entreprise avec lesquelles Et vous c'était travaillez? pour les groupes. J'ai commencé à travailler pour la division des parfums et cosmétiques. D'accord. Et en faisant des systèmes de contrôle de production, des systèmes de ressources humaines, des systèmes de finances, et toutes sortes de systèmes pour gérer la boîte. Pour structurer. Exact. Et comme c'était très réussite, tout de suite après, la division des parfums, des vins spiritueux m'ont demandé aussi de créer tous les systèmes pour eux. Et donc ça m'a beaucoup aidé à comprendre l'organisation, les structures d'une organisation et les flous de l'organisation, les process, voilà. C'était très utile. Et l'année 86, on avait fait, à un moment donné, moi j'adore ça parce que je pense que c'est une caractéristique de ma personnalité, ce que je suis jamais contente si je n'ai pas ce que je cherche. D'accord. Et donc, à cette période, quand j'étais au début de la partie de la construction des systèmes, bien sûr, je commençais à la codification, mais au moment des décisions des systèmes, pour moi, c'était clair qu'on avait besoin d'un système de contrôle de production très rapidement, parce que la boîte n'avait pas de contrôle des stocks, c'était hyper compliqué. Donc c'était identifier aussi quels étaient les problèmes en amont et pouvoir identifier quels étaient les besoins d'entrée de produits, de bien gérer les stocks. Et à cette période, quand pour moi c'était absolument clair que la priorité devant le système financier et tout, c'était un système de contrôle de production. On avait 6000 matières premières, c'était impossible de gérer ça d'autre manière. Et donc tout le monde me dit, c'est impossible, Mag, de faire ça en moins de 3 ans. Parce que les systèmes prennent 3 ans pour les faire. Et j'ai dit, impossible, on a besoin de ça en 6 mois. Et j'ai cherché partout. Et j'ai trouvé une boîte qui avait un système de 4e génération qui nous permettait, en faisant des études de cette software, de faire les systèmes en 6 mois. Et donc j'ai engagé l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé, mais je me suis engagé personnellement. J'ai promis que 6 mois après, on aurait les résultats de l'inventoire, mais ça serait après ça toujours fluide et toutes les semaines et absolument online. À ce moment-là, vous aviez quel rôle dans l'entreprise? Il venait de me nommer la directrice des systèmes. Mais j'étais assez jeune, j'étais très jeune, mais il n'y avait pas beaucoup d'ingénieurs des systèmes. Il devait pas y avoir beaucoup de femmes aussi ingénieurs à cette époque-là. De fait, j'étais la seconde génération d'ingénieurs des systèmes au Venezuela. D'accord. Donc, il n'y avait pas beaucoup de concurrence, on va dire comme ça. C'est ça qui m'a permis de faire ce travail, mais très engagé, et c'était un grand succès. Donc, à partir de ce succès, j'étais invitée par l'entreprise qui avait cette software. Il m'invitait à faire un peu de conférences, montrer les succès de ces projets. Parce qu'à cette période, c'était début des années 80, il y avait tous les échecs du monde. C'est un peu comme Internet aujourd'hui. Toutes les digitales, que les gens investissent, ils font rien. Bon, c'est un peu comme ça. Les gens investissaient, ils faisaient rien. Et donc, ils m'ont invité plusieurs fois. Et dans une de ces invitations, il y a en face des quarantaine de présidents des différentes entreprises de l'Amérique latine, il y a un monsieur qui vient avec ses problèmes. Tout le monde avait des problèmes avec les systèmes. Et donc, moi, j'identifie très rapidement les problèmes qu'il a. Je l'aide. Avec mes équipes, on l'aide. Et il sort rapidement et il arrête de perdre beaucoup d'argent. Donc, il voulait me payer. Moi, je lui ai dit non, pas du tout. Je suis payé. Moi, je l'ai fait parce que j'aime bien pouvoir aider. Et donc, il m'a dit non, mais il faut que je fasse quelque chose pour toi. Est-ce que je peux faire ta carrière planning? Il m'a dit ta planification des carrières. Je n'avais jamais entendu parler de ça. J'ai dit pourquoi pas, bon oui, voilà. Et c'est là où il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire dans 10 ans si tu as une baguette magique? J'ai dit, j'ai aucune idée. Il m'a dit non, il faut que tu décides. Et donc j'ai dit bon, je vais être comme toi quand j'ai ton âge. Il avait 42 ans, il était président d'une boîte. Il s'appelait comment ce monsieur? Et je ne me rappelle pas. Il faisait quoi? C'était quoi là? Il était un président d'une entreprise du lait. D'accord, ok. Voilà. Et donc, je ne me rappelle pas de son nom. Mais il m'a changé la vie. Oui, voilà. oui. Et donc, il m'a dit, il m'a dit, bon, si tu veux faire ça, il faut vite, après ton expérience opérationnelle, il faut que tu vite passes à la partie commerciale ou marketing. Je dis, marketing, de ma vie, j'ai fait marketing. Mais marketing est du bon sens et des bons goûts, et toi, tous les deux. Donc, allez, tu vas lire. Il m'a donné tous les bouquins à cette période, Rice, Stroud, Kotler. J'ai lu tous ces bouquins. Et une fois que tout était lu,
et il me dit, maintenant tu es prête, c'est le moment pour aller parler avec ton président, pour lui dire que tu veux faire du marketing. Donc j'arrive, je dis au président que je vais changer, que je vais faire du marketing au commercial. Et lui, il me dit, ah bon, mais tu n'es pas une rêveuse. Non? You are not a dreamer. Et là, je dis, mais bien sûr que je suis une rêveuse. Mais tu sais, j'ai rêvé tous les systèmes qui sont installés dans cette boîte. Hein. Les formules, j'ai les rêvé. Mais j'ai réveillé la nuit pour écrire les formules. Et donc, tout était rêvé par moi. Et là, je me rends compte que l'information ne passe pas. Rêve et système ne passent pas. C'est des univers. Donc je les regardais ses yeux qui me regardaient comme de quoi tu parles, rêve, système. Et donc je me suis rendu compte. Et j'ai dit toujours aux gens, ne lâche pas. Si peut-être on n'arrive pas à passer nos messages la première fois, cherchons une nouvelle manière de le faire. Et vous avez fait comment alors? Et voilà, c'est bon. Bonne la question, parce qu'à cette période, moi, je faisais des marionnettes. J'avais une théâtre de marionnettes. Et je m'habillais des clowns pour les fêtes des enfants. Et je faisais des poèmes, et je chantais avec la guitare, de musique mexicaine aussi, bien sûr, avec ces tons. Et donc, j'ai décidé d'arriver le lendemain avec tout ça. Et donc, je suis arrivée avec les photos de mes théâtres, des marionnettes, des enfants qui étaient élevés, qui applaudissaient. Et donc, j'ai montré tout ce que je faisais, hors le travail tous les jours, où il y avait beaucoup de rêves. Voilà, là, il a compris. Beaucoup de créativité et de pouvoir entraîner le monde avec soi. Moi, je me suis rendu compte que les messages étaient passés. Je montrais les livres et poèmes et tout ça. Bien sûr, je ne fais rien de ça plus. Mais à ce moment, c'était absolument clé. Et donc là, il a dit « Ah bon ?» Et j'ai vu que les messages étaient passés. Bon, je suis partie. Un mois plus tard, je savais, parce que comme je connaissais à travers des systèmes l'opérationnel, je savais que les marketing étaient en retard avec tout, qu'ils n'avaient pas fait les connexions pour la partie fin d'année qui s'est fait avant juin. Ils n'avaient rien fait. Donc, je savais qu'il y avait des problèmes sévères. Donc il arrive, il me dit, tu m'as demandé de faire les marketing, on est dans un gros problème, je viens de virer les directeurs marketing, mais je ne peux pas faire ça seul. Est-ce que tu veux faire la direction marketing, mais sans les titres et sans les salaires? Parce que tu n'as pas une historique. Alors moi j'ai dit oui, mais tu m'enlèves toute la partie système de la partie cosmétique et parfum, parce qu'il m'a dit mais il faut que tu gardes les systèmes d'ici. Hein. Moi je n'avais pas ça, il m'a dit. Et donc je dis je garde, mais tu m'enlèves l'autre, et là je prends. Ouais, j'ai travaillé comme une folle. Et c'était extraordinaire. En octobre de cette année, c'est l'année 86. D'accord. Et j'étais confirmée comme directrice marketing et opération de cette boîte et des vins spiritueux. Il y avait les deux antennes déjà de toucher à la créativité reconnue, puis la partie opérationnelle. La partie opérationnelle, j'ai resté. Et donc, c'était 86. Et l'année 89, j'étais nommée directrice générale d'une entreprise autre qui était associée avec cette entreprise dans laquelle j'ai basculé vers la partie marketing, etc. Et c'était une grande réussite, le marketing. De fait, on a fait une campagne, je me rappelle, pour Johnny Walker, qui était achetée par la centrale de Johnny Walker en Écosse. Et c'est devenu sa campagne globale pendant plusieurs années. Donc, j'ai beaucoup travaillé pour apprendre et je me suis mis à fond et la stratégie, c'est quelque chose qui me passionne. Qu'est-ce qui est différent quand vous naviguez d'un poste à l'autre, vous prenez plusieurs compétences, mais le passé directrice générale, qu'est-ce qui était compliqué dans ce passage-là? Bon, je pense que c'était pas compliqué, parce que c'était un peu comme continuer à intégrer des ressources avec lesquelles on va devoir travailler. Donc c'était pour moi naturel. Et l'effet de venir de la partie système qui m'avait permis de comprendre l'organisation, les organisations de manière transversale, ça m'a énormément aidé à jouer le rôle des directrices générales. D'accord. Et donc c'était très réussite. L'entreprise, c'était une entreprise qui souffrait. Et ça, vous allez voir, c'est une caractéristique aussi dans ma vie récurrente, qui est la crise. Voilà. Oui. Donc cette première défait, quand je prends la direction marketing, la situation de l'entreprise était en crise.
et on a retourné la situation. Quand je prends l'École Elias Unidas, c'est où j'ai pris comme directrice générale, la situation de la boîte était dans une situation de crise, et donc on a complètement transformé la situation dans une situation d'énorme réussite. C'est pour ça qu'en 91, il y a Seagram, qui était un grand joueur dans les mondes du vin spiritueux, qui aujourd'hui ça n'existe plus, mais qui est plutôt, on peut dire, Pernod Ricard. Les marques, la majorité sont tombées chez eux. Et Seagram, tout de suite, qui décide à cette période, encore, c'était l'époque où les entreprises croyaient à l'Amérique latine, et donc ils décident d'acheter tous les investissements qui sont au Venezuela, où ils ont des associations. Et c'est là où ils me nomment président de Seagram de Venezuela. Et c'était avec moi qu'on a intégré 3 entreprises. D'accord. Et on a créé une fusion. Moi, je connaissais rien de fusion, donc j'ai demandé d'aller faire des études pour comprendre comment on fait une fusion. Donc, je suis allée à Stanford pour une formation Managing the Change, qui aussi m'a énormément aidé à faire la fusion très réussite de ces 3 entreprises sur une seule. Qu'est-ce que... Parce que là, c'était pas votre premier contact, parce que vous travailliez déjà avec des marques internationales auparavant, mais le fait que là, il y a un groupe qui reprenne et que vous soyez dans ce projet-là, qu'est-ce que ça vous a apporté comme expérience, cette intégration de marques, cette fusion Quel était le défi ? Les défis, c'était bien sûr intégrer 3 entreprises qui avaient une culture très différente l'une de l'autre. Oui. Et comment on fait, et quelle est la culture qu'on veut établir à la fin, et comment on va travailler les 3 avec patience, avec compréhension, avec capacité de ressentir les autres et de comprendre qu'à la fin, une entreprise, c'est des humaines. Et les humaines, on ne peut pas basculer comme ça. Il faut le temps. Et je crois que c'était ça l'apprentissage le plus important de cette fusion, qui était très réussite, et on a vraiment gagné une position dans les marchés qui était absolument extraordinaire. Et dès là... Quand vous dites qu'il faut le temps pour l'humain, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'on ne peut pas basculer une entreprise parce qu'on l'intègre à une autre et penser que les gens vont s'adapter tout de suite. Il faut faire un plan. Et c'est ça que j'ai appris à Stanford. Voilà, il faut faire un plan, il faut comprendre où on veut aller, voilà d'où on vient. Et il y a peut-être une des entreprises qui est plus proche, l'autre est plus loin. Qu'est-ce qu'on va faire ? Quels sont les programmes ? Comment on met en place ? Qu'est-ce qu'on met en place ? On ne peut pas basculer les gens immédiatement parce qu'on va créer beaucoup d'angoisse. Et tout ça, c'est de l'énergie négative qu'on l'enlève au travail, à la capacité de produire de l'entreprise. Donc moi, j'ai été toute ma vie très connectée avec l'humain. Je crois profondément que c'est là la différence d'une entreprise. Je vais vous poser la question là parce que dans votre parcours, on peut la poser à plusieurs moments, mais être une femme dans l'univers du vin spiritueux, directrice générale, en plus à une époque où il ne devait pas y avoir beaucoup de femmes à ces postes-là. Comment vous l'avez vécu et comment vous êtes imposée finalement ? Peut-être en ce cas, je devrais rendre hommage à mon pays qui maintenant est complètement détruit et vraiment souffre. Mais que c'était un pays extraordinaire à cette période-là. C'est pour ça qu'il faut toujours garder nos pays quand ils sont bien. Et donc, ces pays, il n'y avait pas de problème d'être une femme. Je n'ai jamais ressenti que c'était un problème. Parce qu'il y avait des femmes qui, avant les années 50, ils ont beaucoup lutté pour la participation des femmes dans toutes les activités au Venezuela. Et ça a marqué ces pays. Donc, moi, je n'étais jamais impactée ou touchée par l'effet d'être une femme. À tel point que quand j'arrive au Mexique, que c'est les premières fois que je pars du Venezuela, c'est en 95, après d'avoir passé 6 mois à Harvard. Et là, il y avait un ami suisse qui m'a dit « Maggie, tu dois savoir que le Venezuela, c'est un pays trop petit. Et même si tu travailles pour des multinationales, tu ne seras jamais considéré international. Parce que c'est un pays trop petit. Donc, tu devrais partir de Venezuela pour montrer que tu es capable de gérer des organisations dans des cultures différentes. » Et moi, ces messages m'ont énormément impacté. J'étais convaincue qu'il avait raison. Et ça vous a donné envie ? Oui. Oui. Et c'est là, moi, que je venais de terminer mon appartement pendant 2 ans, où je disais au constructeur, voilà, vous ne comprenez pas, je sortirai d'ici horizontal. Comme j'étais absolument convaincue que j'allais jamais partir de Venezuela.
Je suis convaincue. Et donc, je me rappelle d'expliquer, de parler comme ça aux constructeurs. Et qu'est-ce qui vous a décidé alors? Les messages qu'il m'a donnés. Ouais. Pour moi, il avait raison. Donc, pour moi, je pense que dans la vie, il faut être toujours à l'écoute. Il faut vraiment écouter. Il faut écouter parce qu'on ne sait pas, et nos idées, nos convictions, à un moment donné, et ne sont pas complètement... C'est ce qui va nous permettre de marcher dans la vie avec les opportunités qu'on peut avoir. Voilà. Donc, je pensais que lui, il avait raison. Et moi, j'étais en contact avec Nabisco. Nabisco, c'est loup ici en Europe. D'accord. Les biscuits. Oui. À cette période, aujourd'hui, Nabisco appartient à Kraft. À cette période, c'est une entreprise indépendante. Et depuis longtemps, ils étaient derrière moi, etc. Donc, je recontactais les gens de Nabisco pour les dire que j'étais à Harvard, etc. Et là, je reçois les présidents internationaux de Nabisco qui viennent me chercher pour un job. Et il me dit, tu peux choisir, sauf Venezuela, parce qu'on vient d'introduire, de nommer un nouveau président. Et j'ai dit non, justement, je ne veux pas aller au Venezuela. Et donc, j'ai dû choisir. Moi, je suis choisi Mexico à cette période-là, parce que je pensais qu'on était proche des États-Unis. Je pourrais former mes enfants en anglais. Parce que moi, j'étais tellement convaincue que je n'allais pas partir, que je n'avais pas préparé mes enfants pour travailler à l'international. Donc, ils ne parlaient pas bien anglais. Donc, je dis que c'est ça qui va me permettre de les préparer. Heureusement, aujourd'hui, tous les deux parlent anglais couramment. Et donc, c'était une expérience extraordinaire. Et j'ai pensé que Nabisco, en étant à côté des États-Unis, serait dans une situation très bonne au Mexique. Bon, ce n'était pas du tout le cas. Là aussi, c'était un retournement d'entreprise? Ah oui, total. Oui. Ça, c'est peut-être un des projets plus beaux de ma vie. Du point de vue social, c'est sûr, parce que c'était 3500 employés. L'entreprise perdait 20 millions de dollars par an. Et les présidents, la dirigeante de Nabisco m'avait dit, si tu ne changes pas les cours de la situation dans l'entreprise, on va la fermer. Et c'était plein de crise, parce que je suis arrivée, c'était l'année 95. La crise au Mexique avait commencé en 94. La crise de l'industrie, parce que c'est l'industrie de biscuits, c'était après 20 ans presque contrôlée. Et donc, quand les entreprises ont un contrôle des prix, devient catastrophique, parce il faut qu'ils réduisent les coûts à tout prix. Et donc, c'était dans une situation, mais grave. Et en 18 mois, l'entreprise était en positif. On n'a pas viré personne, et on a réinventé la boîte. On a développé 36 nouveaux produits en 10 mois. Voilà, c'est extraordinaire. Comment vous vivez cette période-là où, pour la première fois, vous quittez le Venezuela pour un job? Vous êtes allé vous former aux États-Unis, mais pour la première fois, vous quittez le Venezuela pour un job. Vous avez une pression énorme parce que 3500 personnes le job de 3500 personnes dépendent de vos décisions. Vous avez la famille qui vous suit. Comment vous vivez ce changement de vie? Bon, je l'ai vécu. Moi, je m'engage à fond avec ce que j'ai fait. Et je pense que c'est ça qui me permet de pouvoir traverser les changements, le temps. Et donc, je l'ai vécu comme une expérience formidable, avec une obligation, mais sans limite. Et je pense que cette espèce de connexion que j'ai avec cette conscience sociale que j'ai, et qu'il faut le dire, hein, c'est pas du tout populisme, hein, je déteste le populisme, c'est complètement dire, et c'est la vraie richesse d'un pays, c'est le travail. Et les leaders, on doit chercher la manière de réinventer les boîtes, mais d'assurer le travail. Voilà. Et donc pour moi, c'est une conviction, et aujourd'hui, à mes 65 ans, je peux dire avec plaisir que j'ai jamais viré personne à cause d'une crise. Voilà. Moi, toujours réinventer les organisations, les boîtes, les entreprises. Ça veut dire, en priorité, quand vous avez... Bon, a priori, à ce moment-là, on vous appelle parce que vous avez réussi des retournements d'entreprise. Non, je ne suis pas sûre qu'au moment des Nabisco... Non, je pense qu'ils m'ont appelé plutôt parce que j'étais une femme. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'histoire du Mexique. Parce qu'au Mexique, quand j'arrive... Les universités m'appellent pour que je donne des conférences sur les femmes. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise ça? Mais là, je me suis rendu compte que j'avais une responsabilité en tant que femme. Et je les ai demandé de me donner 6 mois pour préparer des conférences que j'ai données pendant plusieurs années et pour les femmes, pour inviter les femmes à développer
ses compétences, sa capacité de leadership, etc. Mais l'histoire, c'était que quand j'arrive au Mexique, je ne savais pas quoi dire. Donc, parce qu'au Venezuela, c'était jamais un point ni un problème de travailler avec les hommes. Pas du tout. Et au Mexique, j'étais aussi la première femme jamais à travailler, à diriger une des entreprises importantes du monde du marque. C'était plutôt de mass market, hein, c'était pas de luxe, mais c'était la première femme, jamais. Il y avait une association qui s'appelait Association d'industriels des marques, Oui. et c'est une association qui avait pas mal des membres, de différentes boîtes. Et c'est ce qui nous croisait, c'était les marques. On travaille autour de marques. Et je pense que c'est une soixantaine des entreprises. Hein, et jamais de la vie, il avait eu Il y avait une femme qui était rentrée dans la première femme, ce cercle-là. Ouais. Et c'était pas facile au début. Ouais. Mais après, il y a eu beaucoup de respect pour les travaux qu'on a fait et ça a été parfait. Voilà, jamais un problème. Sur l'évolution justement de l'intégration des femmes, ou en tout cas l'ouverture des portes au poste de direction, vous, au cours de votre carrière, vous avez vu les choses évoluer, j'imagine qu'il y a des choses qui ont été marquantes. Qu'il y a plus de conscience de l'importance de l'holistique. Moi, je crois qu'il faut sortir de cette histoire des femmes, des hommes. Voilà. Pour moi, c'est l'holistique. Les entreprises qui ont une vision plus large sont les entreprises qui intègrent la diversité, qui intègrent bien sûr les femmes et finalement qui intègrent différents points de vue. Et donc, moi, je pense qu'il y a une évolution, il y a une conscience. Après, ça prend du temps, parce que je vois qu'il y a la conscience, est très vivante, il applique pas mal dans des différents niveaux, mais dès que ça arrive au niveau supérieur, ça n'est pas complètement installé. Au niveau top management, on n'y est pas encore tout à fait. Voilà. À niveau directrice, oui. Mais au niveau des conseils de direction, des entreprises, des très hauts niveaux, quand on va voir combien de femmes, ils ne sont pas beaucoup. Donc c'est peut-être une bonne chose si les lois qui sont passées pour imposer l'équilibre. Ça me gêne. Moi, j'ai jamais été très d'accord avec ça. Je comprends. Il y a des gens qui essayent de me convaincre que jamais on arrivera si on fait pas ça. Peut-être ils ont raison. Je le dis parce que je crois qu'il y a des femmes qui se battent à travers sa vie pour arriver. Et moi, je pense que c'est pas trop cool d'être perçu et vu comme qu'on est là parce qu'il y avait un quota à remplir. Mais bon, c'est ma perception des choses. Bon, c'est pas radical sur ces sujets-là. Oui. Je comprends la position des autres. Le Mexique, vous restez jusqu'à quand au Mexique ? Donc, je suis resté au Mexique de l'année 95 jusqu'à l'année 2001. Oui. Donc, vous êtes resté toujours chez Nabisco ? Nabisco, c'était jusqu'à l'année 2000. Et l'année 2000, j'arrête pendant presque une année. Et pour me dédier à... Moi, ce que j'ai dit, c'est un sabbatique pour mes amours. Donc, c'est pour mes enfants. C'est pour passer un peu de temps avec mes parents. J'ai négocié avec Nabisco cette année. Et c'est une année payée par Nabisco. Donc, j'ai vraiment profité de renforcer les connexions avec mes enfants. Moi, je ne les regretterai jamais. Je pense que c'était une décision parfaite. Et dès là... Et c'est là où les groupes LVMH m'invitent pour prendre la position en Argentine. Et j'ai pu partir en Argentine sans mes enfants. Et je pense que ça a été grâce à cette année où on avait complètement renforcé les liens. Sur cette année de césure, on va dire, comment, quand on est top manager, quand on est dirigeant d'un groupe qui fait plusieurs millions de dollars de chiffre d'affaires, comment on dit à un moment, non, en fait, on va faire un break, et vous dites, c'est parfois nécessaire de faire ça ? Ah oui, mais pour moi, il n'y a pas de question. La responsabilité majeure qu'on a quand on est maman, c'est sûr, c'est ses enfants. Et donc, l'école m'appelle pour me dire que mon fils cadet avait cassé une porte et avait amené un groupe à casser la porte. Voilà, ça c'est terrible là. Donc je me rends compte, j'ai dit voilà, il faut que j'arrête, il faut que je travaille avec mon fils, c'est pas possible. Il est un leader naturel, il faut que les leaders soient toujours positifs. Et donc j'ai fait ça, et j'ai décidé, c'était une décision. Je parlais avec ma boss, c'est parfait, elle a compris. C'est les États-Unis, c'est facile. C'est parfait, ils ont été super. Je n'ai rien à dire, mais que merci.
Et donc, ils m'ont payé une année, presque, c'était 11 mois. Et ils étaient très contents avec les résultats aussi. Hein. Ils avaient beaucoup de travail fait et c'était magnifique. Et je me rappelle, mon fils, 2 mois plus tard, c'était un autre garçon, jusqu'à aujourd'hui. Il est magnifique, ce garçon. Et donc, moi, comme l'autre, hein, mon fils aîné, qui était un grand allié partout et dans tout, mais j'ai pris la décision pour les secondes. Et c'était parfait. Parce que les secondes, quand j'ai eu mon second fils, j'étais déjà directrice, j'avais déjà beaucoup de travail. C'était pas la même chose. Mon fils aîné, j'ai eu plus de temps. Mais bon, je me sens très contente et très fière d'avoir pris cette décision. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous dites, ok, il y a la carrière, on peut aller très haut, mais on a le droit de faire des choix personnels. On a plutôt les devoirs. Hein. Ah ouais. Parce qu'à la fin, pour moi, c'était toujours clair. J'ai dit dans la vie, c'est vrai qu'il y a une période, quand les enfants sont petits, etc., c'est beaucoup de travail, travailler et avoir les enfants, et élever les enfants. Mais je dis toujours que c'est les prix de la liberté. Parce que quand on travaille, le travail va nous apporter beaucoup de satisfaction. Et donc, on n'attend pas les satisfactions que de nos enfants. Mais aussi, les succès d'une femme en général, au moins de moi, c'est sûr, c'est les succès de mes enfants. C'est pas la boîte, c'est pas l'entreprise, ce n'est pas l'entreprise. Donc ça, il y a une liberté de deux côtés, parce que les enfants ne sont la seule source de satisfaction et l'entreprise n'est pas la source de succès. Donc ça, cette liberté de deux côtés, qui finalement pour moi c'est une liberté totale, est extraordinaire et c'est comme ça que je sens. Et pour moi, la responsabilité maximale pour moi, c'est mes enfants. Aujourd'hui ils sont grands et bien sûr c'est plus le cas, mais je suis très très fière de mes décisions à travers de ma vie, très très claire sur quelle était ma priorité. Donc en 2001, vous rejoignez Moët Hennessy, le groupe LVMH. Vous allez en Argentine chez Bodega Chandon, c'est ça? Exact. Le challenge, c'est quoi là? Le challenge, c'est que Bodega Chandon, c'est une entreprise très forte, mais venait 2 ans en chute, graduelle. Voilà. Et aussi, pour moi, c'était évident qu'il venait une crise en Argentine. C'était évident. Qu'est-ce qui vous faisait dire ça? Il me faisait dire ça qu'en avril 1995, j'étais à Harvard. Et là, il y avait un Américain qui pose la question, il dit... on a vu les papiers du Mexique cette année-là. C'est la crise tequila qui s'appelait la crise au Mexique. Et donc, à la fin de ce cours, les professeurs, c'était un ancien vice-président de finances avec Reagan. Okay? Et lui avait expliqué, lui avait travaillé sur les papiers, et il y avait un Américain, on était 130 CEOs, et il y a cet Américain qui dit, mes professeurs, l'Argentine est en train de les faire très bien. Et tout le monde pensait un peu ça, parce que l'Argentine n'avait pas dévalué, c'était un peu comme seul dans les continents, et dans l'Amérique du Sud. Et donc lui, il tout de suite dit, vous allez voir pourquoi j'ai jamais oublierai cette histoire. Et parce que le professeur dit tout de suite, non, pas du tout. Et l'Argentine est en train de vendre tous ses actifs et il transforme cet argent dans des dépenses improductives. Donc à un moment donné, les actifs vont se finir, mais ils vont avoir les dépenses. Donc ils vont avoir besoin de demander des prêts qu'ils vont jamais pouvoir payer. Bon, c'était un peu le père à la période qui correspondait avec cette époque où l'Argentine commençait à avoir beaucoup de difficultés. Et la difficulté, j'avais celle qui était la petite amie de mon fils aîné qui habitait dans l'intérieur du pays. La problématique sociale était déjà énorme. Donc pour moi, c'était évident que la crise venait. Et comme j'avais vécu la crise 92 très forte au Venezuela, 95 quand j'arrive au Mexique, était déjà en crise, j'ai dit il faut préparer l'entreprise, surtout qu'on venait en chute. Oui. Et voilà, on a réinventé la boîte aussi. Comment on anticipe une crise?
Voilà, moi j'ai dit aux équipes, voilà, qu'est-ce qu'on va faire si une crise arrive? Et tout le monde me disait, non, il n'y a pas, ça n'arrive pas ici, ça ne sera pas comme ça. J'ai dit, ok, peu importe, on va les faire, on va faire l'exercice. Prenons l'exercice comme un exercice intellectuel, mais on va se préparer. Et on a préparé tout pour la crise. Et quand la crise frappe, que c'est janvier 2002, okay, je me rappelle aujourd'hui, comme c'était hier, je suis en face de tous les ouvriers dans la bodega Chandon, dans la winery et dans les domaines, et avec ces angoisses, parce que nous, on avait des stocks, mais énormes, et donc ils se disent, on va pas avoir de travail, ils vont nous virer, parce que c'est typique, non? Et moi, je l'ai dit, là, la vendange commence en janvier, parce qu'on fait des vins mousseux, mais on fait aussi des vins rouges, et donc termine en avril. Donc j'ai demandé à tous, voilà, vous allez vous occuper de la vendange, je ne vais pas embaucher des gens de l'extérieur, c'est à vous qui allez faire. Et quand vous allez retourner, vous allez avoir des travail. Parce qu'on a développé le projet, on est presque prêt. Et quand vous retournez, on va commencer à travailler. On a développé une marque qui s'appelait Latitude, qui était un grand succès. Moi, je suis allée partout dans les pays pour dire, voilà, les pays continuent, il faut croire, voilà. Et c'est vrai. Et moi, avec beaucoup de fierté, je suis partie en 2008, fin 2008. Je suis partie janvier 2009, mais c'était fin 2008. Et on a fait que la croissance, à partir de 2002, on a grandi, mais c'était extraordinaire. Toutes les années, une croissance. C'était émouvant chaque fin d'année quand on célébrait les résultats de l'année. Donc je peux dire que c'était absolument génial. Mon expérience en Argentine, c'était aussi une belle expérience. Et on a su tourner. C'était pas les cas de Mexique qui perdaient de l'argent, ils perdaient pas d'argent, mais on a su complètement retourner l'entreprise à la croissance, à la fierté, à l'énergie. Adaptée à la situation au moment où elle est intervenue, en fait. Ouais. D'accord. Sur ces 3 crises-là, quels éléments vous utilisez pour affronter les crises? Quelles sont les composantes essentielles pour vous pour affronter les crises? Bon, une crise, c'est le moment de refaire toujours un plan stratégique. Donc à la fin, c'est ce qu'on fait comme étape pour construire un plan stratégique. C'est la réalité. On va voir quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, qu'est-ce qui nous différencie, qu'est-ce qui va permettre à l'entreprise de se placer dans les marchés avec une position qui c'est unique. Et donc, on travaille pour ça. On travaille quelles sont les compétences qui nous manquent, quelles sont les compétences qu'on a, et on travaille pour construire les compétences, pour définir comment on va pouvoir faire utiliser l'opportunité, et on va construire un plan, et on va les communiquer. Et donc, ça, c'est quelque chose, je n'ai jamais délégué ça. La communication, je l'ai faisais moi-même, toujours, à toutes les instances. Et donc, par exemple, j'avais 5 des groupes de travail chez Nabisco. Et donc, j'arrivais pour communiquer à 2h du matin, après 6h du matin, après 11h du matin au midi, les 3e groupes. Et j'ai parté à Monterrey, au nord, et c'était un seul groupe. Donc, je parlais avec ces groupes. Dans 24 heures, j'avais parlé moins. J'avais parlé avec tout le monde. Voilà. Pourquoi c'est important? Parce que c'est important que les gens embrassent tes projets comme si c'était ses projets. Et c'est important aussi, quand on va présenter nos projets, qui ont beaucoup travaillé, qui ont beaucoup considéré l'opinion de beaucoup. Moi, j'ai travaillé toujours avec les équipes. Et les équipes m'apportent des informations. Et c'est à travers des informations qui viennent des équipes de travail, mais aussi de nos clients, de l'extérieur ici. C'est écouter. Et là, on arrive à un projet. Mais quand on présente ces projets, on sait si les équipes sont en train d'apprécier, embrasser ces projets. Et dans ces moments, quand les projets proposés, ton projet comme leader, devient les projets de chacun, ça, c'est la réussite. En allant en Argentine, vous rejoignez un groupe européen, LVMH. Ouais. Qu'est-ce que ça change culturellement? Est-ce que vous avez vu une différence avec les environnements dans lesquels vous aviez évolué auparavant? Bon, le Nabisco était très structuré. C'était une organisation assez pointue. C'était des vins énormément de choses. Moi, j'étais formé en retail excellence, j'étais formé au category management. Quand ça sortait, moi, je les avais dit que je voulais devenir un peu experte dans les sujets. Donc, Nabisco, c'était une organisation très, très pointue. Voilà. Donc, c'est vrai que je venais déjà de cette étape de l'organisation familiale au plus
familiale qui c'était Venezuela, à une organisation formée, corporation, etc. Je l'avais vécu déjà quand je suis passé à Nabisco. Hein. Déjà à Seagram, on va dire. Déjà Seagram, c'était une organisation assez pointue, beaucoup plus Nabisco. Et après, quand j'arrive, le groupe, je dirais, il y avait d'un côté l'adaptation à la culture en Argentine, c'est à l'opposé du Mexique. Oui. Au Mexique, on dit, est-ce qu'il faut faire quelque chose? On va écouter toujours la réponse à être bien sûr que oui. Et ça ne veut rien dire, absolument rien dire. Et donc, il faut le céder quand il y a le blocage, parce que les Mexicains, dans sa culture, ont du mal à résoudre les conflits. Ça vient de son histoire. Et donc, il faut savoir ça. C'est pour ça qu'il faut lire les écrivains qui écrivent sur les cultures dans différents pays. Voilà, chose que j'ai fait. Donc, j'essayais de comprendre la culture mexicaine. Jamais critiquer. Moi, j'ai horreur de ça. On arrive dans un pays, on va s'adapter. On va comprendre la culture et on va adapter son leadership. On ne change pas, hein, mais on adapte les leaderships à la culture du pays, avec beaucoup de respect pour l'humain. Et donc, en Argentine, c'était tout le contraire. On disait un projet et tout était non. C'est un peu plus précis. Voilà. Mais après, une fois qu'on a discuté et qu'ils disent oui, on sait que ça va se passer. Donc, il faut s'adapter. Donc, moi, je pense que d'un côté, bien sûr, c'était la célérité. Au Mexique, j'arrive, la crise est déjà installée. En Argentine, je vois venir la crise. Donc, la célérité pour se préparer, pour faire face à la crise. Et justement, pour de nouveau ne virer personne. Je me rappelle que mon chef, quand il arrive, la dévaluation s'annonçait déjà. Voilà. Et donc, il m'a dit, tu vas devoir virer 40% des équipes. Et j'ai dit, pourquoi? Pourquoi cette calcul? Lui, il me dit, parce qu'on calcule qu'il va y avoir 40% de dévaluation. Ça n'a aucune relation. C'est intéressant, c'est qu'il y a toujours la possibilité de proposer un contre-projet à ces évaluations-là. J'avais 23 ans quand j'ai été accompagné par quelqu'un, je sais pas, quelqu'un qui était assis à côté de moi dans l'avion. Et je ne sais pas pourquoi, mais il m'a dit une phrase qui est restée pour toute ma vie. Il m'a dit à un moment donné, quand les gens veulent couper, moi je l'ai dit toujours, appelle un administrateur parce qu'il va pouvoir couper. Mais si vous voulez créer, là je suis pour ça. Donc vous me laissez, je vais réinventer la boîte. Bon, c'est exactement ce que j'ai fait toute ma vie. Vous pouvez me laisser, je vais réinventer la boîte. Mais je ne suis pas ici pour venir couper. Hein. Pour couper, cherchez un administrateur, on dit. En 2009, vous traversez l'Atlantique et vous venez chez Krug. Voilà. Comment ça se passe, cette aventure-là? Ouais, cette aventure, là, on est en face de l'aventure la plus difficile de ma vie professionnelle. Parce que je parlais un tiers du français que je parle aujourd'hui. Et la crise était déjà annoncée. En 2008, il y avait une crise globale. La maison avait était en train de vivre cette crise aussi. Moi, je pense qu'il y avait la crise globale, mais aussi il y avait une crise interne, parce que la maison était déconnectée de ses racines. Voilà. Et donc, on sait, parce qu'aujourd'hui, on est complètement connecté avec nos racines, et on a vu les résultats et la différence, bien sûr. Parce qu'il n'y a rien de mieux que savoir pourquoi on fait les choses. J'ai lu quelques interviews et je trouvais une phrase assez forte que vous aviez dit, je pense que c'était dans le Figaro. Vous expliquiez par rapport à votre arrivée chez Krug et de l'histoire, donc c'est une maison qui date de 1843. Oui, c'est ça. Vous dites qu'il faut s'approprier le rêve d'un homme pour appréhender l'entreprise et sa mission. Exact. Je trouve que c'est assez fort par rapport à la manière dont vous arrivez finalement là. Ouais. Il fallait comprendre quelle était l'histoire de Krug, quelle était l'histoire du fondateur. Mais ça serait très, je dirais, un peu même trop dire que j'ai vu ça tout de suite. Ce n'est pas vrai du tout. Et moi, j'adore le dire parce que je pense que c'est important pour les jeunes de savoir qu'on peut se tromper. Et l'échec peut nous frapper la porte, peu importe à quel moment. Et donc, c'est les pires années de mon histoire. C'était mon première année ici. Ah oui? Ouais. Et c'est vrai qu'à la fin de l'année, il y avait un exécutif, un collègue, qui rentre à mon bureau. Il me dit, Maggie, je sens que tu es un peu perdue. Ah là, je lui explique rapidement que non. Mais voilà pourquoi je me rappelle de ça, parce que j'étais perdue. Et c'est vrai que j'étais perdue.
Et donc, c'était la fin de 2009. J'ai essayé de comprendre la maison. J'avais compris plusieurs choses. C'est vrai que j'avais compris plusieurs choses. Mais où j'étais loin, et c'est vrai, et je remercie la vie, il y avait 2 situations qui se sont passées presque au même moment, en février 2010, après que mon chef m'avait dit « Tu as besoin d'améliorer ». C'est dur, hein, quand on a 53 ans, 32 ans d'expérience. C'est pas agréable à entendre. Oui, c'est pas agréable, mais il avait raison. Je l'ai vu hier soir, je l'ai dit toujours, tu ne sais pas comment j'étais remerciée, parce que ça m'a obligée à revoir complètement, c'est ce que j'étais en train de faire. Et le groupe qui m'invite à une activité, et on était 8, et en face de moi avec quelqu'un qui avait vécu la même expérience 18 ans avant. Donc il venait des mass market. Mass market, on fait quoi? Ce travail que j'ai dit, des strategic planning, ça peut nous prendre 6 mois. En 6 mois, si on a fait bien le travail, on présente un plan, un projet. Voilà. Et ça c'est le cas partout où j'étais. En 6 mois maximum, j'avais un projet. Après, pour l'exécution, ça peut prendre un petit peu plus, mais 6 mois, c'est assez pour présenter un projet qui soit faisable. Et donc, moi, j'étais ici après une année sans comprendre rien. Où j'allais, je ne comprenais pas cette maison. C'était une maison tellement unique et particulière et différente au reste en Champagne. Mais avec une situation très difficile. Et donc là, c'est monsieur qui est en face de moi me dit, quand je présente ma situation catastrophique, et lui, il me dit, Maggie, oublie tout ce que tu as appris. Tu es dans un autre univers. Et voilà, c'est les luxes. Hein. Et tu es dans un autre univers. Cette maison où tu es, elle n'était jamais développée. Il faut la développer. Et ça, oublie de le faire en 6 mois. Ça te prendra 3 à 4 ans. Parce que le luxe, c'est le temps. Et là, je suis partie. Et j'ai dit, le luxe, c'est le temps. Il a raison. Il faut que je lise les livres que j'ai achetés, que je n'avais même pas ouverts. C'est une sorte d'arrogance. C'est une sorte d'arrogance de croire qu'avec toute l'expérience que j'avais, je pouvais gérer cette situation. Pourquoi? Parce que moi, j'avais géré des boîtes toujours de 1000 personnes, 700 personnes, 3500 personnes. Quand j'arrive chez Krug, c'est 60 personnes. Et je dis, c'est facile. Voilà. Donc, et quand on sous-estime un problème, on va toujours se tromper. Et donc, moi, j'aime bien le dire, parce que je crois que c'est important pour les jeunes de savoir que ça peut venir n'importe quel moment. Peu importe si on est 30 ans président de boîte, on peut se tromper. L'échec peut nous frapper la porte. La clé, c'est de pouvoir le recevoir en positif, comprendre qu'il est là pour nous apprendre à être plus humbles et reprendre un autre chemin, pas les mêmes. Alors, pour la première fois, la crise, elle n'est pas externe, elle est interne. Elle est interne. Comment vous sortez de cette crise-là? Elle était externe et interne. Oui. L'externe a fait montrer la crise interne. Parce que c'est ça qui est important de savoir. On vient de vivre la crise des Covid. Et c'était extraordinaire. On a tombé un petit peu. Et aujourd'hui, cette année, on va faire la meilleure année de l'histoire de la maison. Même avec 2 marchés en difficulté. Donc, la crise va montrer... C'est toujours comme ça. S'il y a une crise et dans un couple... Et ils ont déjà une crise parce qu'internement il y a un problème, le problème va être encore plus visible et la situation va être encore plus difficile, plus compliquée. Donc c'est vrai que la maison était déconnectée, c'est pourquoi. Donc j'ai dit aux équipes, voilà, je vais vous expliquer. Pour pouvoir évoluer, il faut être connecté au pourquoi. Parce que les quoi peut changer, mais toujours en ligne des pourquoi. C'est les pourquoi qui ne va pas changer, c'est les pourquoi qui restent dans le temps. Et donc, les pourquoi et les valeurs, la raison d'être d'une maison et ses valeurs, il faut les connaître pour pouvoir définir où on va. Et donc, la maison avait défini où il y allait, sans connaître la raison d'être et les valeurs. Donc, c'est ça le travail qu'on a fait. On a fait un travail de profondeur pour reconnecter avec les fondateurs. On a eu la chance inouïe que ce fondateur avait compris que c'est un homme qui arrive en Champagne en 1834. Et 1834, c'est une période des splendeurs en Champagne. Il y a la croissance qui s'installe. Et voilà ce monsieur qui arrive des Mainz, quand Mainz était déjà prussien, mais quand il était né en 1800, Mainz, c'était la France, c'était partie de l'Empire français. Ils sont perdus 1814. Et depuis ces moments, ces garçons, Joseph Krug, il voulait redevenir citoyen français.
chose qu'il fait en 1848. Et donc, lui, il arrive en Champagne, il commence à travailler dans une autre maison très importante à cette période, et la Champagne est déjà installée. 110 ans de l'industrie, la maison la plus ancienne, qui est Ruinart, était déjà pendant plus de 100 ans installée. Mais moi, j'adore parce que lui, il n'a eu aucun problème de réfléchir différemment. Et donc, il décide de challenger un peu. Mais pour lui, c'est avec ses convictions. Il dit pourquoi il faut attendre une bonne année climatique pour faire un grand champagne. Moi, je vais les faire toutes les années. Et pour moi, c'est ça l'objectif d'une maison de champagne. Donc, et lui, son obsession devient, son rêve devient, comment est-ce que je peux faire un champagne, je peux créer un champagne, que c'est le meilleur que je peux offrir toutes les années. Je ne vais pas attendre une bonne année pour faire un grand champagne, je vais les faire toutes les années. Et donc, c'était ça, sa vision, et il arrive à trouver la solution quand il s'est dit, bon, à la fin, il faut connaître chaque petite parcelle de manière individuelle. C'est comme une espèce de couleur. La nature va nous donner des couleurs. Et donc, si je reçois toutes ces couleurs de l'année, je vais garder des couleurs et je vais faire une bibliothèque. Ici, j'ai la bibliothèque avec toutes les couleurs. Je vais pas recevoir les couleurs que la nature me donne l'année, et je vais chercher tout ce qui me manque, et je vais créer chaque année un champagne multicolore. Voilà, c'est ça Krug Grande Cuvée, c'est ça son rêve, et c'est ça ce qu'aujourd'hui les gens peuvent identifier facilement quand on prend une bouteille de Krug Grande Cuvée et on regarde la 169e édition, les gens peuvent savoir tout de suite que c'était les 169e année que le rêve de cet homme a été recréé. Par rapport à ce que la manière dont vous reconnectez avec cette histoire-là, comment vous le traduisez dans un monde du champagne, des vins et spiritueux qui a beaucoup évolué, où le marketing est très présent, où il y a beaucoup de choses qui ont changé au niveau technologique. Comment vous le retraduisez dans le monde d'aujourd'hui ? Oui, parfait. Voilà, nous, la chance qu'on a eue, c'est que Joseph était pleinement conscient du besoin de transmettre, parce qu'il était première unique et différente, mais ils sont très particulières dans la manière, son approche, et son idée, son objectif. Donc lui, il laisse tout écrit dans un petit carnet à son fils. C'est la transmission. Dans les mondes du luxe, la transmission est essentielle. Et donc, et lui, il laisse tout écrit. Son fils, son fils Paul, se rend compte que ces petits carnets est essentiel pour comprendre la maison. Il les met dans un caisse bois, et les petits carnets passent 100 ans dans ces petites caisses bois, est ouverte par les grandes paires d'Olivier en 1972 qu'il cherchait. Il cherchait, c'était un homme, et les grandes paires d'Olivier, c'est un homme qui combinait la science et l'histoire d'une manière extraordinaire. Et donc, il allait chercher les racines, il allait chercher, c'est des temps des changements, des temps des nouvelles décisions. Les maisons de champagne passent de petites barriques aux cuves, beaucoup de changements en Champagne, et il voulait comprendre de mieux en mieux pourquoi, et il faisait ce qu'il faisait de la manière qu'il faisait les choses. Et voilà, c'est lui qui le retrouve, et à cette période, personne ne s'occupe de ça, donc il ça rentre dans un coffre-fort à lequel il a été jusqu'à avril 2010, quand l'historienne que j'appelle, bien sûr quand je me rends compte qu'on n'était pas connecté avec nos racines, une fois que j'étais en train de lire ces livres qui disent les luxes, les marques qui traversent le temps et qui aujourd'hui sont compris par les organisations qui les fait vivre, et j'ai dit, mais c'est quelqu'un qui est compris par les organisations et qui vont les traduire par rapport à l'extérieur. Et j'ai dit, mais nous, on ne connaît rien de notre fondateur. Et c'est là où j'appelle l'historienne. Elle m'a dit, bien sûr, je vais t'aider, mais elle était occupée, donc elle arrive au début avril. Et c'était une belle histoire. Et bon, c'était un travail long, mais extraordinaire. Et on continue. Après 10 ans, d'avoir vraiment faire un travail de fond qui, je dirais, était clair, complet en 2013. Ça prend du temps, des 3-4 ans que la personne m'a aidé. Ouais. Et il y a pas longtemps, justement parce que la crise des Covid est arrivée, c'est un bon moment de réévaluer notre plan stratégique. Et donc, c'est un bon moment pour réévaluer les fondamentaux et de dire, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin que les produits ? Qui était ce monsieur qui arrive en Champagne et à moins de 10 ans, il a sa maison.
pour faire un champagne qui est première, unique et différente, qui n'existe pas encore hors de la maison Krug. Comment justement, vous faites là cet état des lieux avec l'arrivée de la crise Covid, mais là en 10 ans, qu'est-ce que vous enfin moins de 10 ans, 2013-2014, là depuis 6-7 ans, comment vous avez traduit concrètement? Qu'est-ce que vous avez lancé? Qu'est-ce que vous avez fait qui ont modifié un peu aussi la perception de groupe Bien sûr. On se rend compte quand il écrit dans les petits carnets, d'abord, l'importance, c'est suivre chaque petite parcelle comme on vend, parce que dans les bonnes années et mauvaises années, il veut faire un grand champagne. Donc, c'est important pour la qualité de pouvoir suivre chaque petite parcelle comme on vend. Et après, il dit une bonne maison ne fait former que 2 cuvées de la même composition, c'est-à-dire la même qualité. Et donc, il décrit la cuvée numéro 1 comme une cuvée numéro 2, que c'est les millésimes. Mais il dit la cuvée des circonstances. C'est-à-dire chez nous, c'est pas une sélection des meilleurs vins pour faire un meilleur champagne, c'est un champagne qui raconte l'histoire de l'année ou la musique de l'année, on peut dire, c'est la composition de l'année. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait quand je me rends compte que la vérité, c'est l'obsession de notre fondateur, c'était de pouvoir créer 2 champagnes et un champagne qui c'est toutes les années, qui c'est Krug Grande Cuvée, l'autre qui c'est quelques années, mais même qualité, et donc donner les mêmes traitements. Et l'histoire autour de la création des Krug Grande Cuvée est extraordinaire. Et donc, j'ai dit aux équipes, il faut faire raconter cette histoire. Je savais que pouvoir donner les informations à l'étiquette frontale, ça prendrait plus de temps, mais j'ai convaincu les équipes de pouvoir utiliser des ressources digitales qu'à cette période, personne ne les utilisait. En 2011, on a créé quelque chose qui s'appelle Krug ID. Ce Krug ID, c'était l'identité avec un de code la bouteille. Avec un numéro qui donnait quelques informations immédiatement aux consommateurs. Mais après, on pourrait utiliser les Krug.com. À cette période, c'est les Krug.com pour pouvoir raconter l'histoire de la bouteille. Aujourd'hui, on peut les faire Twitter, Google et Krug.com. Et aussi, on a une application à partir de 2014 qui permet aux gens de découvrir l'histoire de cette bouteille, mais aussi les accords vins, mais aussi quelques tips, parce qu'il ne faut pas déguster des bons champagnes dans des flûtes. Les flûtes, c'est comme aller à un concert avec les bouchons d'oreilles. On va écouter, entendre que les sons les plus forts. Et tous les sons qui sont fragiles et qui vont faire l'harmonie de ces concerts, on ne va pas les entendre. Donc c'est important d'utiliser un verre à vin normal, pas de flûte. Et donc on donne des conseils, la température jamais trop frais parce qu'on ne sent rien. Et après, il y a la musique. Parce que depuis 8 ans, on invite des musiciens pour venir sélectionner les derniers 3 ans pour venir composer autour d'un champagne. Alors moi j'ai découvert ça et j'ai vu qu'il y avait des noms assez réputés qui viennent qui viennent composer autour du champagne dans différents types de musique. L'idée c'est quoi autour de ça? C'est aussi de mélanger les perceptions, de mélanger les sens? Ouais, la réalité c'est que c'est combiné. Moi, comme nous, on a une approche musicale, c'est extraordinaire. Nous, on reçoit les 250 musiciens de l'année. On dit toujours la parcelle, c'est les musiciens. Les cépages, c'est l'instrument. Et la partition, c'est l'année. C'est les climats de l'année. Donc on reçoit ces 250 musiciens et on les écoute pendant 5 mois. 15 par jour, c'est comment on auditionne exactement. Il y a Esa-Pekka Salonen, qui, quand il dirigeait Philharmonia à Londres, ils sont venus, on a fait une activité ensemble. Et il a dit, pour moi, c'est la manière d'illustrer, c'est ce que j'essaie de dire, il a dit, je n'ai jamais imaginé que quelqu'un dans un métier complètement différent au mien pourrait faire la même chose que moi. Il parlait d'Éric Lebel à ce moment, qui était le chef des caves. Il disait, Eric, il fait pareil, mais pareil. Donc, passe tous les jours, on fait une audition de ces 15 musiciens qu'on ne connaît pas, on ne dit pas les noms, c'est complètement à l'aveugle. Et donc, on va pouvoir discuter. On a aujourd'hui, depuis 8 ans, un système digital qui nous permet de digitaliser toutes les informations, c'est-à-dire tous les commentaires. Donc, à la fin, on peut voir les profils de ce vin et on peut voir l'évolution de ce petit terroir. Comment est-ce que ces musiciens sont en train d'évoluer à travers le temps? Comment est-ce qu'on travaille ces terroirs pour que ces musiciens soient plus agiles, soient plus profonds, soient plus précis? Et après, on a une réserve des 150 vins des 14 années différentes. On peut dire c'est 150 musiciens qui apprennent. Parce que quand on prend les musiciens, les vins des 2006, d'une des parcelles et des Davis qu'on a aujourd'hui comme les plus anciens vins, et quand on déguste
déguste ce vin, on se rend compte que c'est un musicien splendide, qui a déjà une profondeur, qui a déjà la calme, qui a déjà la maturité, qui a déjà une connaissance de son instrument. Et les sons, il est profond, il est précis, il est large. Donc ça, c'est exactement pareil. Qu'est-ce qu'il fait après les 5 mois d'auditionner les 250 musiciens de l'année, les 150 musiciens dans la réserve, et notre chef de cave, aujourd'hui Julie Caville, depuis l'année dernière, qui a travaillé 13 ans à côté d'Éric, elle va faire la sélection de ces 150, 160, 190, 191 musiciens qui vont jouer la symphonie en Champagne, que c'est ce qu'on a dans la bouteille. Donc, au début, on voulait vraiment faire l'analogie parce qu'on a pensé que c'était plus facile de comprendre la maison à travers de la musique. La musique est universelle, tout le monde est invité, tout le monde se sent bienvenu. Mais qu'est-ce qui se passe qu'en 2013, on fait les premiers expériments à Hong Kong et les garçons qui travaillaient pour Crook là m'ont dit on va faire une activité. Et c'était parce que c'était la connexion de 2 messages clés. C'est pour ça que j'ai dit il faut écouter toujours. En 2011, il y a Éric Baumard, qui est incontournable dans le monde du vin en France, et directeur du 5, qui explique un vin en musique. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Et il me dit, j'explique les vins en musique. Maggie, tu ne sais pas. Et, parce que ce monsieur ne connaît pas du vin, mais connaît beaucoup de musique. Il voulait que je les décris, les vins. Donc, je les décris en musique. Et j'ai dit, comment ça se passe? Et il me dit, tu ne sais pas, Maggie, chaque vin a sa musique. Et donc, ça est resté. Et l'année 2012, je suis allée à Malaisie, il y avait un synesthésiste qui a donné une conférence et il a dit, si vous voulez impacter les consommateurs, si vous voulez créer des moments mémorables, essayez de travailler avec 2 sens. Parce qu'un sens seul, tout est vu. Et donc c'est là, je m'assois à côté de ce monsieur et je lui ai dit, vous savez, je suis très intéressée à travailler entre l'ouïe et la dégustation. Et il me dit, avancez, c'est énorme, c'est un univers génial, c'est les 2 sens les plus forts qui existent. Voilà, donc les garçons qui travaillent à Hong Kong m'ont dit, faisons le premier expériment. Et il a donné tous les champagnes de la nuit à la soirée à Richard Vamping, c'est le premier celliste à Hong Kong. Et lui, il a tout de suite compris. Et il a fait la sélection des différentes musiques, la sélection des musiciens pour jouer. Et on a fait 1 semaine de cette activité. Et je me rappelle, je ne pourrai jamais oublier cette première soirée, quand lui, il décrit, et c'était Claude Ménil, Crook Claude Ménil 2000, et lui, il décrit ce champagne en musique, et il dit, et pour moi, dès que j'ai dégusté ça, j'étais complètement chez Casals dans les Song of Freedom. Et donc, avec les oiseaux blancs qui annonçaient la liberté. Et donc, le Freedom. Et là, il commence à jouer, et j'ai dégusté encore, voilà. Et c'est la charnepule, parce que je ressens différemment. Et je dis, c'est quoi qui se passe ici? Parce que mon idée, c'était quelle analogie? Mais là, je découvre un truc. Et après, les secondes champagnes, c'était Crook 98. Il avait choisi Vivaldi été. Il fait venir le violoniste. Il joue aussi. Oh, incroyable. Et j'ai vais en arrière au champagne que j'avais dégusté. Et il ne marchait pas. Donc, il y a une harmonie entre la dégustation. Wagner pour les grandes cuvées, comme ça. Et c'était une après l'autre, et c'est une expérience mémorable, et je n'oublierai jamais. Et donc, je retourne à Paris, à Reims, et j'ai dit aux équipes, voilà, c'est génial. Ça se passe quelque chose. Invitons des musiciens qui viennent à la maison. Éric Lebel, qui était le chef de cave à ce moment, il joue piano, il a tout compris. Il nous a énormément aidés à connecter avec les musiciens, à traduire les sensations dans des descriptifs musicaux. Et c'était absolument génial. Et c'est comme ça qu'après, en 2015, j'ai dit, mais écoute, c'est trop fort, c'est ce qui se passe. Allons chercher la science. Et on a trouvé Charles Spence qui travaille derrière ça, dans des laboratoires à l'université d'Oxford, il y a l'université d'Edinburgh. Et donc, on a décidé de créer une fondation pour pouvoir investir dans la recherche et la connexion, pour pouvoir apporter à l'humanité, peut-être, et pour le bien-être. Voilà.
des solutions qui permet aux gens qui générer des endorphines, parce que c'est tellement... Ça génère des sensations beaucoup plus fortes. Des plaisirs. Moi, quantité de fois, c'est émouvant, ça. Entre l'expérience et puis les innovations digitales, les prochaines étapes pour vous travaillez sur quoi ? Vous avez quelles idées ? Voilà, la crise nous a forcés à travailler. Par exemple, on allait faire des événements locaux. Donc, on était pressante pour faire des expériences et des 4 dimensions dans la musique, et aussi avec la dégustation, des expériences fascinantes. Mais on ne pouvait pas aller, on ne pouvait pas voyager. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On est allé chercher notre, on peut dire, curateur de la musique qui s'appelle Ozak Henrik, un fou des crooks, et aussi un grand expert en musique, un créateur, compositeur, professeur. C'est un homme extraordinaire. Et donc, il nous accompagne, et on a travaillé par tout ce qui est l'expérience binaurale, les 8D, pour pouvoir créer des expériences que peut se vivre différemment. Donc, on a fait complètement autre chose qui est prévu, et avec beaucoup de succès. Donc, on travaille dans 2 axes, dans la partie innovation, dans l'axe qui est l'axe de la musique, et aller plus loin dans l'expérience, parce que toute l'idée, c'est de pouvoir inviter les gens à découvrir qu'ils ont ces capacités. C'est une vraie capacité, parce que dans les cerveaux, lui, il est presque sur la dégustation. Donc, quand on écoute la musique qui a été choisie avec des caractéristiques qui ressemblent ce champagne, ce vin, peu importe, on va ressentir plus ces saveurs. Et même si le nez est un petit peu plus loin, on va aussi ressentir plus ces arômes. Donc, c'est une expérience belle, et la partie la plus belle de l'expérience, c'est que ça invite les gens à se connecter avec ces sensations et pas à rationaliser le vin. Parce que les vins, le champagne, sont là pour apporter du plaisir. C'est pas là pour être rationalisé. Quand vous êtes devant un grand plat créé par un grand chef, on commence pas à décortiquer l'assiette, voilà. Mais on fait ça avec les vins et les champagnes. Donc moi, ce que j'adore de cette approche, c'est que c'est une approche simple qui permet aux gens de se rapprocher à Krug d'une manière différente, mais aussi qui permet aux gens de se connecter avec ces sensations. Et après, peut-être jouer chez eux. Parce que chaque vin a sa musique, donc les gens peuvent trouver la musique, ils peuvent jouer avec l'expérience. On voit que les marques de luxe, au niveau maroquinerie, sur le vêtement, se rapprochent énormément des artistes, plasticiens, peintres. Vous vous rapprochez de la musique. Voilà, les artistes. C'est aussi un rapprochement des artistes. Est-ce que c'est ça l'avenir du luxe, de combiner aussi ces sensations ? Oui, si on revient sur ce qu'a dit cette synesthésiste à un moment donné, si on cherche à créer des expériences qui sont marquantes, que les gens vont se souvenir, et il faut aller plus loin dans la recherche des expériences. Il faut être très clair qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus acheter des produits. Les gens veulent acheter des expériences. Donc, comment on peut créer des expériences ? C'est là qu'on a tous ces chemins de la musique, mais aussi la Maison Krug, c'est la première maison dans l'histoire de faire jouer, et les champagnes, c'était pas moi du tout, c'était Rémi Krug qui a eu l'idée dans les années 60 de connecter le champagne avec les accords mets-vins, avec la nourriture. Et donc tout le monde sait qu'il était fou, mais voilà, aujourd'hui tout le monde le fait. Et donc là, on a aussi une approche particulière, et non, on dit que pour la Maison Krug, chaque petite parcelle à travers de son vin est un ingrédient unique. Et donc, on crée un programme, il y a 8 ans déjà, qui s'appelle Krug et l'ingrédient unique. Et on cherche un ingrédient assez simple, humble, comme le raisin. Voilà, pour pouvoir jouer avec les accords. Donc, chaque année, on sélectionne un ingrédient, c'est les riz l'année prochaine, c'est l'oignon cette année, c'est la pomme de terre, c'était les tomates, c'était l'œuf, les poissons, voilà. Donc, c'est très simple, et on invite, nous, on a des ambassades partout dans le monde, on a 187 ambassades en 37 pays. On les invite à participer avec nous des créations autour de cet ingrédient unique pour accompagner la dégustation. Donc, on invite 12 chefs de partout dans le monde à aller dans un voyage de découverte à la racine, au berceau de cet ingrédient. Par exemple, c'était les poivrons, ils sont partis au Mexique et créent un livre et des contenus qui c'est vraiment des contenus qui apportent dans la connaissance. Donc,
Dans les deux axes, on a des axes assez particuliers qu'on veut continuer à innover, à changer. Donc on n'est pas au bout de la découverte, non, des jamais. découvertes gustatives et expérientielles. Jamais. L'autre jour, quand il y a quelqu'un qui s'approche, il me dit « Ah, quelqu'un nous a copié ». Il dit « Peut-être parce qu'on n'est pas allé si vite hein, à la fin. S'il t'est copié, c'est parce que tu as donné le temps pour tes copier, là. Parce que sinon, si on va au rythme qu'on doit continuer à évoluer et à réinventer, on ne donne pas le temps. Voilà, les gens nous copient quand on s'arrête. On va s'arrêter. On va s'arrêter aussi sur le fait qu'il faut continuer d'inventer et de recréer. Bien sûr. Maggie Henriquez, merci beaucoup. Merci, c'était un grand plaisir. C'était un plaisir. C'est ainsi que se termine cette nouvelle écoute. À très vite pour un nouveau podcast sur Inside Fashion Network.